Pour certains, l'urbex est synonyme d'aventure, d'adrénaline, d'esthétique artistique, de terrain de jeu, d'excitation à braver un interdit. Mais pour moi, c'est aussi synonyme d'histoire. Retrouver la trace d'un lieu perdu dans le temps et retourner chaque pierre à la recherche d'un indice pouvant nous raconter sa vie. L'immortaliser dans le temps et préserver sa mémoire. Ces lieux m'inspirent, enrichissent ma créativité et j'aimerais aujourd'hui vous narrer l'enquête la plus passionnante que j'ai menée pour remonter l'histoire d'un château, celui-là même qui m'a inspiré l'histoire de l'ange de pierre que je vous ai raconté plus tôt sur la chaîne, ainsi que celle d'un homme qui avait un rêve, celui de toute une vie, et dont il ne reste plus que quelques traces aujourd'hui. Je ne vais pas forcément revenir sur le lieu en lui-même, j'en ai fait une description assez fidèle dans mon histoire l'ange de pierre, bien que modifiée par moments afin de préserver l'anonymat du lieu. Si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs, je vous invite à mettre en pause cette vidéo, à aller l'écouter et à revenir ensuite. Retour au château. C'est ma première visite, et je ne sais encore rien sur cet édifice. Internet ne regorge pas d'informations à son sujet, un lieu véritablement oublié dans les méandres de l'histoire. Fort heureusement, je découvre qu'il reste encore une très grande partie des effets personnels de l'ancien propriétaire, et je vais donc pouvoir enquêter afin de trouver des indices sur les raisons de cet abandon. En entrant, je trouve plusieurs courriers, avec toujours le même destinataire, un certain Philippe. Ouais, je sais, dans l'histoire de l'ange de pierre, je l'ai appelé Sylvain, mais vous vous en doutez, c'est un prénom fictif, alors je peux bien l'appeler comme je veux. En traversant les premières salles, je découvre une quantité impressionnante de livres, en rapport soit avec la peinture, soit avec le mobilier ancien. Je trouve des livres de collection et d'hôtels de vente, et je tombe également sur plusieurs tableaux, assez moches, mais signés par le fameux Philippe. J'en déduis donc qu'il devait être peintre et probablement collectionneur d'art. Puis, je trouve 2 albums photos en cuir. Je ne peux que supposer l'identité des personnes qui apparaissent, mais je suis relativement sûr de qui est Philippe et de qui est sa mère qui apparaît très souvent avec lui. Il y a également une jeune femme, probablement son épouse, des enfants sur une photo. C'est toujours étrange de croiser le regard d'une personne qui habitait le lieu que je visite. Dans la chambre de Philippe, je trouve une petite boîte en bois. Elle contient une quinzaine de courriers manuscrits, des échanges, avec une certaine Sylvie. Ce sont essentiellement ses lettres à elle. Je ne peux que supposer les lettres de Philippe. Elle lui écrit beaucoup de mots doux, elle a hâte de le voir. Elle habite à Paris où elle exerce son métier d'avocate et il se voit lorsque Philippe se rend à Paris pour des ventes de mobilier. Il possède visiblement un appartement dans la capitale. Elle parle du divorce de Philippe et de ses enfants qui ont coupé tous les ponts avec lui et ne veulent plus trop le voir. Visiblement, ce n'est pas la femme que j'ai vue dans l'album photo. Elle lui parle parfois de l'avancée d'affaires judiciaires. À ce stade, je ne comprends pas bien le contexte, mais je me rends compte qu'en plus d'être son amante, elle est aussi son avocate. Difficile d'y voir clair, mais l'avenir a prévu de me donner les clés de compréhension et nous reviendrons sur ces lettres. Un peu plus loin, je trouve un carton rempli de documents relatifs à un militaire. Il y a des documents d'époque, des articles, des photos en pagaille, et au milieu de tout ça, le testament manuscrit de cet homme. Intrigué, je tape son nom sur Google, et il se trouve que ce n'est autre qu'un maréchal de France. Attends, quoi ? Est-ce que je suis vraiment en train de tenir dans les mains le testament manuscrit d'un maréchal de France ? Je regarde le document de plus près, je le scrute dans ses moindres détails. Aucun doute pour moi, c'est bien un document authentique. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Ça n'a strictement aucun sens. Il commence à se faire tard et c'est abasourdi que je prends le chemin du retour. Aucun doute, je reviendrai demain pour continuer mon enquête. Je reviens donc le lendemain et entame ma nouvelle visite avec le sous-sol qui est rempli d'affaires en tout genre. Après 1 heure de fouille, je finis par être attiré par un énorme tas de papier. Victoire. Ce tas de papier n'est autre que des tonnes de photocopies des affaires judiciaires. Je remonte avec une pile de documents que je commence à éplucher. Je vais y passer littéralement 2 jours complets. Et pendant que j'examine tout ce puzzle judiciaire, je vous propose d'ouvrir une parenthèse pour revenir sur le testament du maréchal. Pendant la nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis totalement opposé à l'idée de prendre un objet trouvé dans un lieu abandonné, par respect pour le lieu et ses défunts propriétaires. Je suis un visiteur et rien de plus. Mais quand même, le testament manuscrit d'un maréchal de France, on ne parle pas d'un vulgaire magazine, c'est un document historique d'une très grande valeur. Et ce document est menacé par les infiltrations et l'humidité qui auront bien vite raison de son état encore miraculeusement intact.
En enquêtant un peu sur le personnage, j'ai découvert qu'à quelques heures de route se trouve un château portant le même nom que ce maréchal. C'est décidé, je vais me rendre à ce château avec le document afin de le remettre à la famille, si toutefois je trouve un descendant. Ainsi, après ma deuxième journée d'enquête au château, je me rends sur place. En arrivant, je suis accueilli par une vieille dame qui vient à ma rencontre. C'est une employée des Châtelains. Je lui explique le contexte de ma découverte et lui montre le testament. Elle le regarde attentivement et avec les yeux écarquillés, elle me dit « Mais oui, c'est bien l'écriture de monsieur! Oh Seigneur ! Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Elle s'en va et à son retour, elle me dit « Je viens d'avoir madame au téléphone, elle est en déplacement et ne rentrera que dans la soirée. Si vous voulez bien me laisser votre numéro de téléphone, madame vous rappellera. » Je lui laisse donc mes coordonnées et le soir même, je reçois un appel. La dame se présente comme la descendante directe du maréchal et me propose de venir prendre le thé demain matin au château. C'est ainsi que vers 10h, je suis accueilli par le couple de châtelains qui m'invite à entrer pour aller s'installer dans un petit salon richement décoré du château. J'explique autour d'une tasse de thé le contexte de ma découverte et présente le fameux document. La femme le prend, le regarde attentivement et me dit « Attendez un instant ». Elle se lève, se dirige vers une armoire dans laquelle se trouve un petit coffre-fort. Elle l'ouvre et revient avec un document entre les mains. Elle me le tend en disant « Voici le testament original de mon aïeul ». En attrapant le document, je suis partagé entre deux sentiments opposés. Je suis à la fois très heureux de découvrir que le document original était bien en sécurité, mais je suis à la fois très déçu d'avoir cru à tort que c'était un document authentique. La femme me rassure alors en m'expliquant l'histoire de ce fameux document. Il se trouve qu'il y a quelques années, une ville des alentours a décidé de faire ériger un mémorial pour le maréchal, et à cette occasion, le couple a fait faire sur mesure 2 copies d'une très grande qualité afin d'en offrir une copie à la mairie et une autre au ministre de la Culture de l'époque. Or, il se trouve qu'elle s'est rendue il y a peu à la mairie, et elle y a vu la copie du testament exposée. Cela signifie que la copie que j'ai trouvée est celle offerte au ministre de la Culture. Et vous vous en doutez, Philippe n'a aucun lien avec ce ministre. Cela signifie donc qu'il a probablement vendu le cadeau fait par la famille. La femme est très remontée et m'assure qu'elle va passer quelques coups de fil afin d'obtenir des explications. Je remercie mes hôtes pour leur gentillesse et je reprends la route pour retourner à mon enquête, et ainsi clore cette parenthèse cocasse que je me devais de vous raconter. J'ai enfin terminé de faire le tri dans tout ce bazar judiciaire, et c'est peu dire, mais je suis satisfait car toute cette paperasse m'a permis de faire enfin la lumière sur les raisons de l'abandon du château. Au début, je pensais avoir entre les mains une seule affaire judiciaire, mais en réalité, c'est pas moins de 4 affaires judiciaires qui gisaient dans les sous-sols de notre cher ami Philippe. Oui, vous avez bien entendu, je me suis farci 4 rapports d'enquête judiciaire que j'ai dû remettre dans l'ordre. La première affaire n'a pas grand intérêt, cela concerne son appartement parisien, enfin, son immeuble, car oui, notre ami Philippe était propriétaire d'un immeuble complet et souhaitait visiblement s'en débarrasser au plus vite afin de récupérer des fonds, et pris par le temps, il a quelque peu enfreint de très nombreuses règles vis-à-vis de ses locataires et de son acheteur. Ainsi, il a été condamné à verser des indemnités conséquentes, presque la totalité de ses gains suite à la vente. Pas de bol. Puis, j'ai découvert une deuxième affaire, assez cocasse. Philippe aurait, semble-t-il, vendu une parcelle de son domaine à l'un de ses voisins, et durant les 2 années qui suivent, le dit voisin installe chaque mois des clôtures autour de sa nouvelle acquisition. Mais notre ami Philippe, qui dit n'avoir jamais accepté cette vente, va ensuite retirer les clôtures pour les remettre à leur emplacement d'origine. Ils se chamaillent donc depuis 2 ans et la justice va devoir les départager. Le document de vente présenté par le voisin, fait devant notaire, est parfaitement valide. De plus, Philippe souhaitait bel et bien vendre des parcelles de son terrain car il a vendu 2 autres parcelles à ses voisins la même année. Il le reconnaît lui-même au tribunal. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Philippe attaque son voisin ? Je découvre la vérité grâce aux lettres qu'il a échangées avec Sylvie, son avocate, et que j'ai retrouvées dans la chambre. Il se trouve qu'il était déjà en conflit avec son voisin. Il ne s'appréciait pas trop, mais lorsque Philippe a annoncé vouloir vendre des parcelles de son terrain, son voisin tout mielleux au téléphone l'a invité un soir à boire un verre chez lui. Vous le voyez venir ?
Le voisin avait préparé de très bonnes bouteilles et avait aussi invité un ami à lui, qui n'est autre qu'un notaire, celui-là même qui s'est occupé de la vente. Après de trop nombreux verres, c'est le blackout, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais dans les jours suivants, son voisin a commencé à installer des clôtures en lui brandissant l'acte de vente signé. Mais alors me direz-vous, pourquoi n'a-t-il pas expliqué ça au tribunal? C'était un abus de faiblesse. Eh bien car notre ami Philippe n'avait pas vraiment le droit de boire. En effet, il avait des problèmes d'alcool et était sous le coup d'une ordonnance restrictive à ce sujet vis-à-vis de ses petits-enfants. Avouer avoir signé l'acte bourré devant le juge serait revenu à détruire ses chances que l'ordonnance soit levée. Vous vous en doutez, le juge n'ayant pas connaissance de ces faits est sans appel, l'acte de vente est parfaitement valable, et l'affaire est classée sans suite, non sans laisser à Philippe une petite somme d'intérêt à verser à son voisin. La troisième affaire concerne cette fois une chaise. Oui, une chaise. Philippe attaque en justice un vendeur de mobilier ancien qui lui a vendu une chaise Régence, c'est-à-dire une chaise datant du XVIIIe siècle pour entrer dans sa collection. Car oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Philippe a une sacrée collection de mobilier ancien et il projette d'ouvrir un musée avec. Il en parle très souvent et cela semble lui tenir très à cœur. Le plus grand musée d'Europe, comme il s'amuse à l'appeler. Alors, quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il s'est rendu compte, après la vente, que la chaise avait subi des transformations bien après l'époque Régence. Vous me direz, où est le problème? Eh bien, pour ce genre de mobilier, des transformations peuvent avoir un impact énorme sur la valeur de l'objet. Aussi, si une chaise Régence authentique peut valoir une sacrée somme d'argent, comme celle déboursée par Philippe, une chaise Régence modifiée au fil du temps ne vaut strictement plus rien. Or, le vendeur n'avait absolument pas indiqué ces transformations et avait uniquement inscrit « accident en l'état », signifiant globalement que la chaise était abîmée par endroits mais dans l'état d'origine. Il ne parle absolument pas de l'ajout de tapisserie par-dessus le bois nu, le changement de l'entretoise ou le changement de peinture sur le bois. Des modifications apportées à l'objet bien après l'époque Régence. Aussi, il réclame très justement un remboursement de son achat et la justice lui donne raison cette fois-ci. C'est une victoire. Enfin, nous arrivons à la dernière affaire, qui est de loin la plus tordue. Notre ami Philippe, non content d'être un peintre et un collectionneur, est aussi un expert certifié vis-à-vis du travail d'un autre peintre devenu célèbre post-mortem. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'il connaît suffisamment bien le travail artistique de cet artiste pour pouvoir authentifier ses œuvres et garantir à un potentiel acheteur que c'est bien l'œuvre du dit artiste. Ainsi, une vingtaine d'années plus tôt, un directeur de musée, qui n'est autre que le beau-frère de Philippe, est venu le voir afin d'authentifier un tableau de l'artiste, ce que Philippe a bien entendu fait avec rigueur. Et ce tableau a été mis en vente par un intermédiaire et adjugé pour la somme de 600 000 € au profit du patron d'une grosse entreprise. Enfin, c'est sa société qui l'a acheté, pas lui. Mais c'est pour décorer son bureau, donc c'est pour lui. Ouais, c'est une magouille de riches et on n'a visiblement pas tous les mêmes priorités. Mais bon, plusieurs années plus tard, la société ferme ses portes et le patron récupère bien entendu le fameux tableau afin d'aller le revendre. Sauf que voilà, lorsqu'il arrive à un hôtel de vente et qu'ils appellent un autre expert pour confirmer l'authenticité de l'œuvre, celui-ci est sans appel, c'est un faux. Le patron est furieux et décide d'attaquer en justice l'homme qui lui a vendu le tableau, qui lui-même va accuser le beau-frère de Philippe, qui lui-même va accuser Philippe, qui lui-même va accuser son beau-frère, qui lui-même va accuser une autre personne ayant authentifié l'œuvre. Ouais, bon, ils sont pas d'accord. En tout cas, Philippe va se défendre. Il a authentifié la toile originale, il a bien fait son travail, il est formel, et ce sont les autres qui ont fraudé. Seulement voilà, après témoignage et enquête du tribunal, il apparaît que Philippe a menti. L'œuvre qu'il a authentifiée était un faux. Comment ils le savent? Eh bien Philippe a certifié une toile sur un support en papier entoilé, alors que dans le catalogue de la première collection ayant eu l'original entre les mains, il est spécifié huile sur papier marouflé sur carton. Et en plus, on a retrouvé la personne ayant réalisé ce faux. Le tribunal est sans appel, Philippe est condamné à rembourser une partie du prix d'achat et bien entendu des dommages et intérêts plus que conséquents. Dur pour notre ami Philippe qui perd pour la 3e fois une affaire judiciaire et celle-ci va lui coûter très cher. Alors là vous me direz,
Bon, ok, il est sympa le lapin avec ses affaires judiciaires, mais en quoi cela nous aide-t-il à comprendre pourquoi le château est à l'abandon ? Eh bien, figurez-vous que parmi tous ces papiers, j'ai trouvé 2 autres documents dont je ne vous ai pas encore parlé. Une copie du testament de Philippe et le dernier courrier que lui a envoyé son avocate. Dans son testament, il apparaît clairement que Philippe voulait par-dessus tout que son musée de meubles anciens voie le jour. Ainsi, il charge son avocate de s'occuper de son héritage en cas de décès. Il lègue son château ainsi que tous ses biens à l'État français, ou toute autre institution publique ou associatif qui accepterait de récupérer ses biens afin d'utiliser ces fonds pour ouvrir le musée de meubles anciens dont il rêve tant. Il ne laisse rien à ses enfants qui n'apparaissent pas dans le testament. Si jamais aucune des institutions ne répond favorablement, l'avocate sera alors tenue de vendre tous ses biens et de reverser les gains à l'association d'utilité publique qui lui plaira. Vous vous en doutez, j'ai bien entendu cherché ce fameux musée, et c'est ainsi que posthume, grâce à son immense générosité, le fantastique musée de meubles Philippe, elle a tout vendu. Ouais. J'ai trouvé aucune trace du musée, aucune, mais en revanche, j'ai trouvé beaucoup d'archives de mise en vente posthume des biens de Philippe par notre chère avocate. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? C'était son amante. Elle aurait normalement dû faire tout son possible pour réaliser le rêve de l'homme qu'elle aimait. Eh bien la réponse se trouve dans l'autre document, le dernier courrier qu'elle lui a adressé. Dans ce courrier, on peut y lire « Cher monsieur, il est inutile de prendre rendez-vous à mon cabinet. Les rendez-vous ne servent à rien, vous parlez à tort et à travers. Vous m'avez trop raconté d'histoires. » Suivi d'une petite notification indiquant qu'elle ne défendra plus Philippe sur aucune autre affaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais les différentes affaires nous ont montré qu'il pouvait manquer d'honnêteté, qu'il trichait parfois et peut-être que trop de mensonges ont ébranlé leur relation. Et vous savez ce qui s'est passé 1 mois après ce courrier ? Philippe est décédé. Vous vous en doutez, elle n'a pas dû beaucoup se battre pour réaliser son rêve. Après enquête approfondie sur la question, j'ai retrouvé l'association d'utilité publique, auquel l'avocate a reversé les gains. Et devinez qui est la présidente de cette association ? Sa sœur. En conclusion, la dernière femme que Philippe a aimée a dilapidé ses biens sans avoir trop bossé sur la question du musée et a tout récupéré pour elle. Ce qui explique très probablement, je pense, pourquoi le château est tombé à l'abandon. Les enfants n'ont pas dû vouloir récupérer un château vidé de ses biens de valeur, ni les dettes que Philippe avait contractées via ses affaires judiciaires. Et l'avocate n'avait pas trop envie de s'occuper des biens de Philippe. Enfin, sauf pour lui prendre ses sous. Il rêvait de laisser une trace dans l'histoire, mais a été oublié. Le lieu est resté là, les portes grandes ouvertes, les animaux ont trouvé refuge en son sein, le temps que la nature fasse son œuvre, et commence à faire disparaître l'édifice qui aujourd'hui n'est plus habitable. Seul un gars étrange est passé depuis, il a enquêté, retrouvé cette histoire, et s'est promis à lui-même que lui au moins, il n'oubliera pas. Vous savez, j'aime comparer l'urbex à l'archéologie. On retrouve des lieux oubliés et avec les indices que l'on trouve sur place, on essaye de comprendre leur histoire. Parfois on ne trouve rien, et d'autres fois, comme avec ce château, on passe des semaines à enquêter pour remonter le fil d'Ariane. C'est passionnant, c'est enrichissant, mais c'est aussi très triste. Car c'est aussi être au premier plan pour regarder des morceaux de notre patrimoine, des lieux autrefois vivants, être abandonnés, oubliés, tombés en ruine, pour ensuite admirer la nature reprendre ses droits. C'est être impuissant face à cette histoire perdue à jamais. C'est ainsi que chaque année, des monuments historiques disparaissent, des blocs entiers de notre identité. Mais des gens se mobilisent, des associations se sont montées ces dernières années et font de leur mieux pour sauver ces bâtiments avant qu'il ne soit trop tard. Comme l'association d'Artagnan, qui a sauvé 4 châteaux oubliés ces 5 dernières années. Et ils ne peuvent pas le faire seuls, ils ont besoin de votre aide. Alors n'hésitez surtout pas à leur apporter votre soutien autant que possible pour que ces lieux ne meurent plus dans notre indifférence. C'était Lapin Barbu. Ciao.